Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je suis avec Benjamin, le cofondateur de Clever. Restez bien jusqu'à la fin puisque c'est une des solutions qui vous permet d'assurer vos montres. On est sur la chaîne YouTube. Vous êtes plus de 5000 à nous regarder, à nous écouter. Vous avez des montres, vous avez investi de l'argent dans des montres et vous dites mince, comment je vais pouvoir les assurer si jamais on me la vole? Et c'est un sujet auquel on n'a pas la réponse. Et aujourd'hui, Benjamin va nous apporter des solutions. Ça va vous intéresser. Alors Benjamin, bienvenue. N'hésite pas à te présenter. Ça marche, et écoute, ravi déjà de l'invitation, très cool de se voir. Donc comme tu le disais, moi je suis cofondateur de Clever. Clever, c'est un cabinet de courtage en assurance. Donc on a la particularité, nous, d'accompagner les entrepreneurs principalement, et on accompagne les entrepreneurs sur, on va dire, deux univers. Le premier univers qui est plutôt le domaine de l'entreprise, dont on va moins parler aujourd'hui, donc ça va être tout ce qui est RC, dommages, cyber. Ferme la Il y a des parenthèse. entrepreneurs qui regardent, donc ils vont certainement s'intéresser aussi sur ça. Ok, donc du coup, voilà, on a une vraie compétence d'accompagnement sur l'ensemble des branches, RC, dommages, flotte automobile, cyber, RCMS. Donc pour accompagner, on va dire, l'entrepreneur et ses équipes opérationnelles dans l'audit de leur contrat d'assurance. Et notre job, c'est de pouvoir challenger l'existant et voir comment on peut l'améliorer, puisque l'assurance, c'est souvent une matière qui est vue comme quelque chose d'ennuyant et statique, alors que c'est tout le contraire, c'est vivant et ça doit évoluer avec l'entreprise et l'entrepreneur, ce qui fait une transition vers la partie privée de l'entrepreneur, où là, notre job, c'est vraiment de faire du sur-mesure et d'accompagner sur l'ensemble des besoins privés. Donc ça peut être dans un premier point, on va dire les besoins plus primaires, l'habitation, l'automobile, le vélo, le deux roues. Et après, on a, nous, quelques spécialités chez Clever. Donc on a la plaisance, qui est un vrai savoir-faire chez nous. On a un collaborateur qui est dédié, que ce soit de la plaisance, on va dire, classique, voire de la grande plaisance, ou des bateaux, notamment dans le yachting, qui peuvent être des bateaux qui sont en exploitation. Donc ça, c'est un véritable savoir-faire. Et après, on a un savoir-faire dans les collections d'art, les collections de voitures anciennes principalement. Et on vient au sujet du jour sur les collections de montres, où on va dire, de par les clients qu'on accompagne et également côté passionnel, parce que moi j'aime bien ça aussi, on s'est dit que ça pouvait être une bonne idée d'aller challenger un petit peu le marché. Et donc on a créé avec un assureur qui s'appelle Ergo, une solution, on va dire, dédiée pour les montres, puisque aujourd'hui, il y a deux possibilités, on rentrera dans le détail d'assurer ces montres. Soit on est dans une logique de l'accoler à l'assurance habitation, mais là, ça veut dire qu'on est dans une certaine typologie d'habitation avec du contenu, que ce soit des meubles, des œuvres d'art, ou alors on se dit que finalement, son sujet, c'est plutôt les montres et on n'a pas une habitation dans laquelle il y a plusieurs centaines de milliers ou millions d'euros de contenu, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et là, dans ces cas-là, l'assurance habitation traditionnelle va couvrir, mais souvent très mal et pas sur l'ensemble des besoins. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis en place ce texte qui est vraiment là pour couvrir sur l'ensemble des sujets, des problématiques, la collection de montres qui est un actif et deux, un actif passionnel. Donc, il y a encore plus besoin de le protéger. Dites-nous en commentaire comment vous assurez vos montres aujourd'hui. Alors, j'ai des amis, certains qui sont passés sur la chaîne, qui m'ont dit qu'ils avaient les montres au coffre à la banque. D'autres mettent les montres dans des chaussettes en boule dans les tiroirs, on ne va pas dire qui. Bref, ou dans des boîtes. Donc c'est vrai que c'est un peu flou pour vous les collectionneurs et les passionnés de montres. Comment assurer une montre? Concrètement, la question qu'on se pose et que je t'ai posée aussi en off, combien ça coûte? Comment ça fonctionne? Très rapidement, parce que moi-même, je n'assure pas mes montres et je ne les mets pas à la banque. Donc, si par exemple, quelqu'un regarde cette vidéo à une collection de montres, je dirais de 15 000 euros, prix du marché. Et puis, il faudra que tu me dises d'ailleurs comment on calcule le prix du marché, parce que tu peux avoir acheté une montre, par exemple, 5 000 euros et sur le marché, elle vaut 15 000. Donc déjà, ce premier point, comment vous évaluez en fait ce coût du marché? Alors, pour répondre à ta question, ça fait partie du contrat avec lequel on travaille. C'est que déjà, il y a la question de la valorisation et de la manière dont je vais assurer. J'ai deux possibilités d'assurer. Un objet, plus spécifiquement une montre dans le cas présent. Soit je suis sur de la valeur vénale. La valeur vénale, ça veut dire que le jour du sinistre, il y a un expert qui va déterminer, en fonction d'un certain nombre de paramètres,
le prix de l'objet et donc la base de remboursement, parfois vétusté déduite, ce qui peut être très désagréable dans le cadre des montres, surtout certaines marques sur lesquelles on a une valorisation qui est supérieure, même juste quand on sort de la boutique, parce qu'il y a un phénomène de spéculation et de rareté sur le modèle. Et donc là, dans ces cas-là, on peut décider d'assurer sa montre avec ce qu'on appelle une valeur agréée. Donc ça veut dire qu'au moment où j'achète ma montre, je vais faire, et on a nous on a le réseau d'experts qui peuvent venir faire ces expertises, qui ne coûtent pas si cher que ça. Faire expertiser sa montre, ça vaut une soixantaine d'euros en général. Et donc je viens faire expertiser ma montre, et donc là je viens définir que, je ne sais pas, j'ai acheté une Deadite 8 000 euros chez un AD, je ressors, elle en vaut entre, le marché s'est un peu transformé, entre 11 et 14, et ben je vais pouvoir venir écrire dans le marbre que la valeur de ma montre elle est X milliers d'euros. Et le jour où j'ai un sinistre, il n'y aura pas de discussion sur la base d'indemnisation. Ok, donc ça c'est le premier point. Et de deux, combien ça coûte? Donc si quelqu'un a une collection, on regarde une collection qui vaut à peu près 15 000 euros au prix du marché. Alors avant de dire combien ça coûte, je pense que ce qui est cool, c'est de dire comment ça couvre et à quoi ça sert. Ouais. À quoi ça sert? Le premier point, c'est de couvrir la montre en termes de ce qu'on va appeler nous dommages. C'est-à-dire demain dans mon appartement, dans ma maison, j'ai un incendie, un dégât des eaux. Ça va couvrir la montre à hauteur, soit de la valeur agréée, soit de la valeur vénale, on en a parlé en amont. Donc ça vient en complément de l'assurance habitation sur lequel des fois on peut avoir des restrictions sur les objets de valeur, que ce soit en termes de catégorie, ça peut tout simplement exclure les objets de valeur, ou alors je vais limiter en termes de montant, ce qui peut être embêtant. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, toujours dans le logement, je vais avoir cette notion de vol. Si j'ai une intrusion chez moi, si je me fais voler mes bijoux, mes montres, dans ces cas-là, ça va venir couvrir, pareil, à hauteur de ce qui avait été défini au contrat. L'autre point qui est intéressant, c'est après sur tout ce qui va être vol en dehors de la maison. Aujourd'hui, il y a un phénomène qui se développe malheureusement, c'est qu'il y a de plus en plus d'agressions sur ces typologies de biens. Et donc du coup, ce contrat va pouvoir venir couvrir ce qu'on appelle en portée. Ce n'est pas une obligation, mais on peut venir décider de rajouter, on va dire, une garantie supplémentaire qui va permettre de me couvrir en portée avec une logique de se dire, ok, quel est mon bijou le plus important? Et quand je porte cette montre-là, si je me la fais voler dans la rue, que ce soit avec agression, que ce soit vol avec ruse, donc ça veut dire que je suis dans le métro, je me la fais détacher, je ne m'en rends pas compte, on va venir couvrir tout cet aspect-là, qui est en général pas simple et très souvent exclu des polices d'assurance. Ouais. Donc ça veut dire que je viens mettre une logique, et on l'évoquait tout à l'heure en off, à la maison mais aussi à l'extérieur, parce que le but d'avoir ce type de bijoux, c'est quand même de les porter, mais l'écosystème actuel peut rendre anxiogène le fait de porter ces bijoux-là, donc je viens me couvrir. On est même allé un peu plus loin dans la réflexion en discutant, parce que en fait, en général, quand on construit un produit, que ce soit dans l'assurance ou dans d'autres domaines, l'idée, c'est vraiment de partir de l'écosystème du besoin et de se dire, OK, quel est le besoin? On va essayer de créer un produit qui est en adéquation. Et on s'est rendu compte qu'en plus de cette partie de portée, il y a un certain nombre de collectionneurs, et je ne t'oublie pas pour le prix, j'y viens après, qui, eux, vont se dire, OK, moi, j'ai 80% de ma collection qui est à la banque, et je décide régulièrement de faire les allers-retours, soit pour des raisons de ne pas les avoir à la maison, il y en a qui apprécient faire l'aller-retour à la banque. Après, chacun manage sa collection comme il veut. Et donc, du coup, on a la capacité aussi de se couvrir, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe demain si je vais à la banque et que je me fais piquer mes bijoux quand je suis sur le trajet. C'est une vraie question, ça. Ça, c'est couvert par le contrat. Ok. C'est une option. Et on est même allé plus loin parce qu'on s'est un peu tordu la tête. On a eu malheureusement des exemples pas très sympathiques. Si demain, je me fais séquestrer chez moi, c'est-à-dire, OK, il y a séquestration, je me fais voler mes montres, donc le contrat peut couvrir. Et si les gens qui séquestrent te disent, OK, va vider ton coffre, on garde femme et enfants, ça peut paraître excessif, mais malheureusement, il y a des gens pas très intelligents, et on va venir couvrir également le fait que ce soit toi qui sois allé chercher tes montres pour les donner à quelqu'un d'autre. Donc, il y a vraiment une couverture globale. Ok. Une question, avant qu'on parle du prix, mais j'ai anticipé trop la question, on y reviendra après. C'est vrai qu'il faut déjà comprendre l'offre, le service avant de comprendre le prix. C'est ma question vraiment d'entrepreneur, si tu veux. On pense toujours au prix souvent avant. J'ai une question. Aujourd'hui, si je ne passe pas par ta solution et que je mets ma montre au coffre, si la banque se fait braquer, quelqu'un vole ma montre à la banque, c'est sur la valeur vénale ou la valeur de l'expert quand c'est à la banque? Alors, difficile de répondre pour deux raisons. On n'a pas capacité à donner du conseil juridique. En fait, c'est régi par le contrat que tu vas avoir avec ta banque. En revanche, bien souvent, il y a deux effets avec la banque. C'est quid de ce qui se passe si je me fais voler?
si la banque, si toi, en tant que collectionneur, tu avais une expertise sur une valeur agréée, bah, ce sera quand même plus simple de le poser en base de remboursement. Après, quid des conditions de ce qui se passe si tu te fais voler toi ta montre chez la banque avec le contrat que tu as. Maintenant, il y a un autre truc qui est important, c'est la notion de risque qu'on peut avoir quand on est entrepreneur, avec le risque au niveau argent quand on va investir dans une société. Et en assurance, il y a le risque de OK, et combien de pourcents de chances que ce risque survienne et arrive. Et a priori, pour qu'une banque se fasse dépouiller de la totalité de ce qu'il y a dans les coffres, tu te mets déjà dans on va dire dans un niveau de sécurisation qui est super important. Après, par contre, donc là, d'un point de vue purement, on va dire protection, après, qu'est-ce qui se passe si demain tu te le fais voler? Je pense que chaque banque a ses contrats, et là, je ne saurais malheureusement pas te répondre précisément sur ce point. D'accord. Ok. Et pour revenir à l'assurance que tu proposes pour les possesseurs de montres, comment ça t'est venu? Est-ce que c'est très développé? Comment ça t'est venu à l'idée? Bah, ça nous est venu à l'idée parce que donc nous, le cabinet, on l'a cofondé avec Xavier, qui est mon associé. On est associé avec un family office. Et donc, on a eu des réflexions sur nos clients communs et entre passionnés, parce que certains de nos associés apprécient aussi les montres. Et en fait, on est parti de cette réflexion au départ du vol à la tire, qui était un sujet qui était très mal couvert. Et il y a un autre sujet duquel on est parti, et tu l'évoquais tout à l'heure avec le prix d'une montre. Et ça arrive malheureusement, c'est OK, je m'achète une belle montre, je sors de mon AD et je me fais piquer ma montre en sortant de l'AD, ou je me fais piquer ma montre dans les 2 jours qui ont suivi mon achat et je n'ai pas encore eu le temps de faire une expertise de ma montre. Donc, bah, je m'expose à une dévaluation en plus de la contrainte, on va dire, de ne pas pouvoir acheter parce que j'ai des délais d'attente. Je vais en plus me retrouver avec la frustration financière d'avoir perdu de l'argent. Et en fait, aujourd'hui, nous, le contrat permet notamment pendant 72 heures, en cas de vol, de partir, on va dire, sur un écrit de l'AD qui est perçu, ou en tout cas qui a été défini comme un sachant au contrat, de partir sur la valeur, on va dire, réelle de la montre, la valeur du marché gris, plutôt que la valeur d'achat. Et en fait, c'est vraiment ces deux points durs qui, au début, nous ont dit, OK, il y a vraiment quelque chose à faire parce qu'il y a un trou aujourd'hui, il y a un manque, et il n'y a pas de couverture vraiment qui nous semblait suffisamment couvrante comme solution, puisqu'au final, les deux gros sujets d'exposition, c'est quand même ce fameux vol à la tire. Et OK, je me fais voler une montre, j'avais pas le temps de faire une expertise, je me fais braquer en sortant du magasin, bah, je perds de l'argent. Donc en fait, on voulait amener, on n'a rien révolutionné, il y avait déjà des contrats qui sont en place. Encore une fois, quand on est dans une logique, ce qu'on appelle dans l'assurance de grande demeure, là, on va pouvoir assez facilement assurer un certain nombre de choses. Mais beaucoup de gens ont des collections de montres sans savoir des collections ultra diversifiées dans leur habitation. Et donc, il y a à notre sens, un vrai marché à prendre sur, en tout cas, un vrai service à rendre aux collectionneurs par rapport à ça. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui achètent des montres et qui n'osent pas les porter par peur de se la faire piquer. Donc c'est vrai que le fait que la montre soit assurée, alors ça ne peut pas prévaloir des dommages physiques s'il y a une agression, mais ça peut peut-être être un peu plus rassurant. Parce qu'il y a pas mal de gens qui achètent mais qui ne portent jamais. Ils sont hyper parano, ils ont toujours peur qu'il se passe quelque chose, etc. Donc c'est vrai que ta solution peut être intéressante. Et en termes de coût, comment tu calcules ça? Combien ça peut coûter? Quels sont les facteurs en fait? Alors au niveau du coût, bah, va y avoir pas mal de facteurs qui sont liés aux différentes garanties qu'on évoquait tout à l'heure. Notamment, est-ce que j'ai tout à la maison? Est-ce que j'en ai une partie qui est au coffre? Est-ce que je veux me couvrir sur, on va dire, l'agression pendant le transport entre la maison et le coffre? Est-ce que je veux me couvrir au niveau France? Est-ce que je veux me couvrir Europe, monde entier? Il y a tout un tas de facteurs qui vont déterminer, on va dire, le coût du montant de la prime d'assurance. Après, on peut partir sur deux exemples qui seront peut-être parlants. On va prendre par exemple une collection à 50 000 euros avec une pièce forte, par exemple, à 14-15 000 euros. Là-dessus, on va être sur un budget, donc quand on parle de la pièce forte, c'est en portée, si je me la fais voler en portée. Là, on va être sur un budget qui est entre 530 et 550 euros par an, à peu près. Après, ça s'ajuste encore une fois en fonction des détails. Donc à la fois pour ma montre que je porte et puis pour le reste de ma collection. Exactement, ça, à la maison. Ça, c'est si je m'assure en France. Imaginons que je me fais voler ma montre quand je suis à l'étranger en vacances. Alors, dans le contrat, il y a… Vraiment, je pose toutes les questions pour que les gens puissent se projeter. Tu as raison. On a la possibilité aujourd'hui dans ce contrat, pareil, c'est une option qu'on a mis en place et qu'on a intégrée, c'est de se dire, OK, donc il y a la maison, il y a dans la rue, mais il y a aussi potentiellement, demain, je suis à l'hôtel, je l'ai laissé dans ma voiture, tout un tas de petites situations. Alors, qui reste un minima cadré parce que l'idée, c'est qu'en face, on a un assureur et que l'assureur, il n'est pas là pour
rembourser les montres dans des contextes où des gens seraient un peu malhonnêtes et pour, on va dire, se faire de l'argent sur le dos de l'assureur. Nous, on est un peu le tampon entre tout ça. Et donc, du coup, il y a quand même des conditions dans lesquelles les assureurs acceptent, notamment si je suis à l'hôtel, je me fais voler la montre dans ma chambre d'hôtel. Donc, quand je suis en vacances, là, je vais être couvert. Si je me fais voler ma montre dans mon véhicule, dans un certain nombre de conditions, je peux être couvert. Sujet qu'on n'a pas abordé, j'ai un accident puisqu'on parle de déplacement. Je suis en scooter, par exemple, je glisse, j'abîme ma montre, elle est abîmée ou complètement détruite, je vais pouvoir me faire rembourser aussi. Donc il y a vraiment, en fait, l'idée c'est de se dire, et je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est je vais mettre de l'argent dans un objet parce qu'il me plaît, mais je peux avoir peur de le porter. Et dans ces cas-là, bon, on vient se mettre dans une logique, donc je peux le porter parce qu'il est protégé. Et finalement, aujourd'hui, quand tu prends la logique d'une voiture ou quand tu prends une logique d'un deux roues, bah, finalement, tu peux te dire, ok, je veux absolument pas l'abîmer parce que je l'apprécie beaucoup, etc. Mais vu qu'il y a l'assurance, tu vas pas te dire, je vais l'abîmer, mais tu te dis, ok, si demain il se passe quelque chose de grave, je suis couvert et je suis pas sur mes deniers perso. Finalement, tu viens faire une chose qui est commune dans notre métier, c'est de dire, ok, aujourd'hui j'ai des actifs, soit je décide d'assumer totalement la couverture de ces actifs, donc je fais de l'auto-assurance pure, ça veut dire que s'il y a un souci, c'est mon portefeuille, ou alors je décide de transférer une partie de mon risque à l'assureur ou à un assureur. Et donc là, dans ces cas-là, je viens me libérer de contraintes financières en cas de sinistre. Est-ce que ça vaut le coup de passer par une assurance pour les montres à partir d'un certain montant en termes de valeur ou pas forcément, ou comment tu vois les choses? Pas forcément, j'aurais plutôt tendance à dire, bon, il faut voilà, avoir, je pense, des pièces d'une certaine valeur, parce qu'aujourd'hui, sur une montre qui va valoir 200-300 euros, a priori, ça va te coûter moins cher au vu de la potentielle survenance d'un sinistre de t'auto-assurer. Mais même si on part sur une collection, on va dire un peu plus modeste, je ne sais pas, par exemple, une collection qui vaut, allez, une collection de 15 000 euros, je vais avoir une pièce forte pareil entre 6 et 7 000 euros. Là, on va être sur une couverture qui va être aux alentours des 200 euros par an. Donc, si on divise ça par 12, finalement, demain, tu achètes un scooter à 15 000 euros, j'en sais rien, ça ne te choquera jamais de venir le couvrir pour quelques dizaines d'euros par mois. Et c'est finalement un peu la même logique. Complètement. C'est vrai que les gens ne pensent pas forcément pour les montres. Et du coup, ça a été bien accueilli, cette offre de service pour les montres? Aujourd'hui, les clients avec lesquels on travaille sur le sujet ont trouvé ça intéressant. Ce qui est réel, c'est que il faut, je pense, comprendre, puisque souvent, pour les collectionneurs, ça peut être une nouvelle façon de voir sa collection, venir mettre un peu de contrainte dans la passion, parce que je viens penser à des situations désagréables, alors que quand je m'achète une montre, je suis plutôt en train de passer un bon moment et je n'ai pas forcément cette notion de risque, ou en tout cas, je ne veux pas forcément la mettre en avant. Mais il s'avère qu'en fait, il faut réussir à prendre du temps. Et quand on prend du temps, nous, on a vraiment chez Clever un accompagnement qui est très personnalisé. Donc, on va voir la collection avec le client, comprendre l'histoire de la collection, quelles sont les pièces fortes, donner des conseils sur comment me prémunir d'un certain nombre de risques. Et une fois qu'on commence à rentrer dans cette analyse un peu perso, finalement, le client commence à se dire « Ok, c'est intéressant » et ça devient, je ne vais pas dire un jeu, mais du coup assez ludique. Nous, on a des clients typiquement qui vont avoir des collections assez importantes, mais on va se dire finalement, telle et telle pièce, on ne va pas la rentrer dans les capitaux qu'on va couvrir parce qu'elle passe 95% du temps au coffre. Et si un jour j'ai envie de la sortir, on s'appelle et on ajuste la couverture pour une semaine, pour 15 jours. Et on vient remettre la couverture. Donc en fait, c'est une vraie logique de gestion de collection. D'accord. Et ça peut être assez stimulant finalement. Plutôt sur la montre portée. Donc c'est vraiment la montre portée, si c'est une montre de valeur, ça vaut le coup de l'assurer. Portée à la maison aussi, puisque finalement, après encore une fois, on ne peut pas nous dire en tant que courtier si c'est une bonne ou une mauvaise chose. C'est quelque chose qui est super personnel. Maintenant, oui, quand tu commences à avoir une collection qui a un petit peu de valeur, c'est quand même… je pense qu'il faut se poser la question à l'inverse, c'est est-ce que dans d'autres domaines, j'accepterais de mettre autant de valeur dans une voiture, dans un scooter par exemple, qui sont des objets qui nous parlent beaucoup plus du quotidien. Est-ce que j'accepterais de mettre 50 000 euros dans une voiture et de ne pas la couvrir? Alors après, le schéma, il est super simple, je pense, c'est de se dire, en France, la RC, c'est obligatoire. Ça veut dire que les dommages que tu causes à autrui, tu es obligé de les assurer. Donc tu ne peux pas ne pas assurer une voiture. Par contre, tu peux te dire, j'achète une super voiture à 50, 60, 100 000 euros, je vais l'assurer au tiers. Personne ne fait ça. Parce que tu te dis, si je me la fais abîmer, je n'ai pas envie de payer avec mes deniers perso. Et tu as le système du tiers pour les montres? Ou est-ce que tu as un certain système de niveau justement d'assurance? Je rebondis en fait comme ça parce que tu as raison. Je me dis, est-ce qu'il y a plusieurs niveaux? Est-ce que ça peut être plein pot, au tiers?
Ça peut être de se dire typiquement, en fait, tu peux choisir soit d'assurer juste en dommage, tu peux choisir d'assurer en portée, par exemple. Et là où tu peux aller chercher une différence, c'est de dire, par exemple, je ne sais pas, j'ai une collection qui vaut 40 000 euros, on va dire, cette collection, j'ai 30 000 euros répartis sur 10 modèles, 15 modèles, 20 modèles, et je vais avoir 10 000 euros qui est sur un seul modèle. Donc je peux me dire, finalement, ok, aujourd'hui, je n'ai pas envie de dépenser 500 euros par an. Par contre, j'ai vraiment envie de couvrir cette montre-là qui, pour moi, a de la valeur, en plus que j'ai acheté, j'en sais rien, 8 et qui vaut 15. Et tu peux très bien te dire, je vais assurer en valeur max à la maison 15 et en portée, je vais assurer 7,5 parce que tu te dis que finalement, si tu la perds, si tu te dis que tu te fais rembourser que la moitié, ça te convient. Enfin, tout ça, c'est vraiment dans l'analyse que tu vas en faire. Ah, c'est intéressant. Il y a pas de, tu peux prendre tout ou partie du risque. Tu peux te dire, ok, ma montre, elle vaut, j'en sais rien, 8 900, elle vaut 15 000 sur le marché gris. Je décide de l'assurer à 8 500 et puis s'il y a un différentiel, il sera pour moi. Ah, c'est intéressant parce que ça permet de porter ses montres. C'est ça. En fait, d'arbitrer, de se dire, bon, je mets mon focus sur tel monde, donc ça va me coûter tant par an de l'assurer. Donc, du coup, j'ai envie de la porter, d'en profiter. Et finalement, le collectionneur, il est content parce que il se dit, je vais porter cette montre-là, je la revends, donc ça va faire baisser ma facture chez toi. Je la mets à la banque, donc ça va faire baisser. En fait, ça permet de faire un roulement sur des pièces qu'il n'oserait pas porter. Donc ça, c'est assez chouette. C'est vrai qu'aujourd'hui, les banques ne proposent pas, mais on ne m'a jamais proposé d'assurance pour mes montres si dans ma banque, je prends l'assurance habitation ou quoi que ce soit. Ce n'est pas un réflexe qu'ont la plupart des établissements bancaires, peut-être sur certaines banques privées encore. Et je pense que tu vas répondre à un besoin qui est existant, mais qui n'est pas forcément révélé chez le propriétaire. Donc il faut simplement lui dire, vous assurez votre belle voiture, votre bateau ou quoi, et si vous avez des montres sympas, c'est une collection à proprement parler qui a tendance à prendre de la valeur. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on ne l'assurerait pas Non, c'est assez smart comme raisonnement. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, comment vous assurez vos montres, si vous les assurez, quelle méthode vous employez. Et s'il y a des questions, on pourra y répondre a posteriori, donc n'hésitez pas. Et du coup, qu'est-ce qui pourrait faire que les gens pensent systématiquement à assurer leur montre? Est-ce qu'il faut que tu fasses plus de communication, plus de marketing? Comment ça peut devenir un réflexe finalement? Parce que c'est une très bonne idée. C'est pas forcément évident puisque nous, quand on a monté ce programme, on a forcément réfléchi à se dire comment on peut distribuer ou en tout cas comment on peut faire plus connaître. Pas simple, pourquoi? Parce que déjà quand on achète une montre, au moment de l'acte d'achat, typiquement un AD, hyper compliqué de venir proposer une assurance. Je suis vendeur de rêve, je suis réalisateur de passion. Tu voulais faire un partenariat avec des AD? C'est de se dire, ok, est-ce que les AD, à l'époque, au début, on s'est posé la question de se dire, est-ce que finalement la personne qui vend la montre n'est pas la personne la mieux positionnée pour avertir et pour, entre guillemets, venir proposer une assurance? Finalement, on s'est très vite rendu compte que non. Et pour l'avoir vécu aussi, au moment où tu te dis, je vais m'acheter une montre, tu n'as pas envie de penser à si tu te la fait voler et comment je dois l'assurer. C'est un service en plus. C'est un service en plus, mais en tout cas, aujourd'hui, autant quand tu vas chez un concessionnaire, pour reprendre le milieu de la mobilité, tu seras aucunement choqué que ton concessionnaire te propose de l'assurance. C'est intéressant ce que tu dis. Et aujourd'hui, les AD que tu as contactés ne sont pas forcément pour être prescripteurs de ta solution. Non, pour différentes raisons. Je ne sais pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'aujourd'hui, ils partent du principe, et je peux comprendre, que leur métier, c'est de vendre du rêve et que du coup, au moment où tu te fais un concessionnaire, ils vendent du rêve aussi. Chez Porsche ou Ferrari ou d'autres marques, ils vendent du rêve aussi. Ouais, mais tu as deux choses qui diffèrent. C'est qu'il y a une notion d'obligation d'assurance dans l'automobile. Tu es obligé de t'assurer, et tout le monde le sait. Et peut-être qu'aujourd'hui, le milieu automobile est peut-être plus mature que l'horlogerie. Après, moi, je pars du principe que l'AD peut en tout cas être de bons conseils et renvoyer vers, ou en tout cas répondre en demande, parce qu'ils nous ont aussi évoqué qu'il y a pas mal de clients qui demandent est-ce qu'il y a des solutions, comment je peux faire. Et puis après, on reste dans les collectionneurs de montres, ça reste, je pense, un milieu assez. Ça reste entre guillemets un petit milieu, et c'est aussi le fait d'en rencontrer un, deux, trois, puis après le bouche à l'oreille se fait. Et nous, on a aussi le marketing, tout ça. Nous, chez Clever, on a quand même. Dans notre ADN, quelque chose qui est assez important, c'est la notion de discrétion, parce qu'on a des clients aujourd'hui,
on a la chance d'accompagner des clients dont certains beaux entrepreneurs, enfin entrepreneurs importants, et on n'a pas cette volonté en fait de capitaliser sur le fait d'assurer une collection ou de mettre en avant. On part du principe que si on fait bien notre travail, au fur et à mesure, le bouche à oreille parlera. On est plutôt dans cette posture-là. Après, tu pourrais évangéliser peut-être dans des clubs de passionnés d'horlogerie, etc., auprès de vous aussi. C'est pour ça que je voulais vous proposer cette alternative que moi, je ne connaissais pas. Et c'est vrai que mes amis se foutent un peu de moi en me disant tes montres, tu les gardes chez toi, tu les assures pas. Et je ne m'étais jamais posé la question. Mais c'est vrai que dans des lieux un peu risqués où porter des belles montres, c'est pas terrible. Je ne porte pas de montre du tout. Donc c'est vrai que si elles étaient assurées, peut-être que j'aurais envie de plus les porter. Puis après, il peut y avoir un incendie, comme tu as dit. Il peut y avoir, je suis en scooter, on peut tomber, abîmer sa montre. Enfin, il peut y avoir plein de… C'est pas indestructible une montre. Donc c'est assez intéressant. Donc toi, tu veux vraiment, par le bouche à oreille, qu'il y ait une recommandation qui se fasse automatiquement de passionné à passionné. Et c'est quoi les prochaines étapes pour toi, pour Clever, les prochains défis, les prochaines étapes, comment tu veux développer Sur Clever, de manière générale, nous aujourd'hui, on va dire que le premier objectif, c'est de continuer à développer Clever, continuer à assurer, on va dire, de plus en plus d'entrepreneurs. On a la chance aujourd'hui d'assurer un peu plus de 120 entrepreneurs. Donc voilà, nous, notre objectif, il est assez simple, c'est de continuer déjà à mettre un peu d'intelligence dans notre métier, continuer à amener du service à haute valeur ajoutée, qui est vraiment ce qui nous, je pense, nous caractérise et ce qui nous a donné aussi envie avec Xavier de lancer Clever, c'est de faire ce métier-là, mais pas sur du volume, mais vraiment en rentrant dans le fond des sujets, en accompagnant avec précision les entrepreneurs, en faisant vraiment du sur-mesure. J'ai une question. J'ai une question qui me vient. Quelle valeur ajoutée tu apportes, parce que j'ai l'impression que tu as une vision 360, à quelqu'un qui va vouloir assurer ses montres chez toi, mais qui potentiellement veut assurer sa voiture, son scooter. Tu ne fais pas d'assurance habitation? Si, on fait aussi. Quel intérêt j'ai à passer chez toi plutôt qu'avec mon assureur actuel? Alors, nous déjà, dans le monde de l'assurance, on va dire, il y a, je ne sais pas si c'est 2 écoles ou 2 catégories, en tout cas, il y a 2 possibilités. La première possibilité, qui est souvent présente dans le domaine privé, parce que pour rappel, Clever fait vraiment privé professionnel, mais partons par exemple du domaine privé. Du privé, oui. Alors, dans le domaine privé, comme dans le domaine professionnel, il y a une première catégorie d'intermédiaires qui s'appelle les agents. Un agent AXA, un agent MMA, un agent Allianz, qui eux sont des mandataires d'une compagnie d'assurance et donc qui vont distribuer des produits qui sont créés par la compagnie d'assurance pour le compte de leurs clients. Tu veux une assurance pour ton habitation, l'agent du coin va te proposer… Dans une banque aussi, on peut s'assurer. Alors moi, c'est encore différent. J'ai un peu de mal avec les gens qui font tous les métiers, mais pour le coup… c'est une réalité. C'est une réalité, les banques aujourd'hui font, mais du coup, ça me permettra d'amener un élément de réponse supplémentaire. L'avantage de l'agent, c'est qu'on a quand même une proximité en général. C'est des gens qui sont dans la même ville, dans le même département. C'est souvent… Mais qui n'assurent pas les montres. Mais qui n'assurent pas les montres, ils peuvent le faire. Mais ils ne le font pas de manière aussi précise que toi, et avec vraiment un audit, une compréhension, la notion de portée. Ils ne vont pas aussi loin en fait. Alors, pour la grande majorité, non. Pour la plus grande majorité. Et après, alors sur les produits étagères des compagnies, non. Et après, il y a certains agents, on va faire la transition vers Clever, qui, quand leur compagnie mandante ne sait pas faire, peuvent faire un petit peu de courtage. Et donc là, on arrive sur le positionnement de Clever, puisque Clever, nous, on est courtier en assurance. Et notre métier, c'est quoi? C'est que nous, on ne vend pas d'assurance à nos clients, on achète de l'assurance pour le compte de nos clients auprès du marché. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, ce qui va dicter notre conduite, c'est par l'écoute et la compréhension du besoin du client, on va co-construire aux côtés du client, même à côté du client, une solution d'assurance qu'on va définir ensemble d'un point de vue garantie, d'un point de vue service, d'un point de vue prix. Et après, nous, une fois qu'on a cette expression de besoin, on va aller chercher sur le marché des assureurs la solution la plus adaptée. Donc c'est un intermédiaire en fait entre l'assureur et le client final ou le professionnel en fonction de si tu t'adresses à un pro en particulier. Et jusqu'où va le service? Est-ce que tu peux, par exemple, quelqu'un qui va assurer ses montres chez toi, tu pourrais lui apporter, le connecter pour développer sa collection de montres? Je dis peut-être n'importe quoi, mais tu vois, parce que la notion de service est très importante aujourd'hui, c'est ce qui fait la différence. Aujourd'hui, je pense que les gens, tu as soit des gens qui cherchent du prix pur, ou soit des gens qui cherchent du service.
Et tu as beaucoup de gens qui cherchent du service et qui sont prêts à payer un peu plus cher pour avoir ce service-là parce qu'aujourd'hui, le service, d'un point de vue global, il a quand même beaucoup baissé. Et du coup, jusqu'où tu peux apporter du conseil? C'est-à-dire que tu as un collectionneur qui nous regarde, qui veut assurer ses montres chez toi. Euh, Jusqu'où ça va, quoi? Il y aura peut-être des choses à développer dans ce sens. Ouais, d'un point de vue métier purement déjà dans un premier temps, nous quand on parle d'accompagnement, c'est qu'on a la volonté déjà de mettre en place le bon programme d'assurance. Donc ça, c'est le premier point. Une fois, on l'a expliqué en amont, compréhension de besoin, déterminer, prendre des décisions ensemble et aller chercher ce qu'il faut au moment T pour couvrir. On a un sujet qui est super important chez nous, c'est que l'assurance, encore une fois, c'est une matière vivante. Donc nous, la promesse client, elle n'est pas à la mise en place du contrat, elle est le jour où j'ai un sinistre. Elle est aussi dans le suivi du quotidien. Ça veut dire qu'un client qui va venir chez Clever, et tu l'as dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est que nous, on a cette capacité d'accompagnement 360. Donc en général, en assurance, ça peut être assez désagréable et c'est même stratégiquement pas forcément le bon positionnement d'avoir plusieurs interlocuteurs. Un, parce que je ne sais pas forcément où sont assurés mes différents actifs, je n'ai pas forcément de contact direct, je n'ai pas forcément d'interlocuteur dédié, je ne vais pas forcément créer de relationnel. Et en plus de ça, plus j'éparpille la manière dont je vais positionner mes contrats, moins je joue de la mutualisation, qui est l'effet principal de l'assurance, qui permet de tout mettre dans un pot commun pour pouvoir assurer. Donc aujourd'hui, le fait de venir vers un interlocuteur comme Clever, c'est d'aller chercher ce positionnement de service à haute valeur ajoutée qui est notre volonté. Après, aujourd'hui, il y a des gens qui, typiquement un agent, va être moins dans le conseil, mais parce qu'il ne répond pas à la même demande. Donc c'est deux métiers différents. Donc nous, on a cette notion d'accompagnement, cette capacité à accompagner à 360. Et évidemment, on a aussi cette logique, demain, si on peut créer des synergies avec nos clients typiquement les aider. On parlait notamment des réseaux d'experts, mais ça peut être aussi faire profiter. Nous, on accompagne des gens qui sont dans l'automobile, dans le bateau, dans les montres. Tout ça, c'est des réseaux de collectionneurs, c'est des réseaux de passionnés. Et bien évidemment, quand on peut partager et faire des liens et de la synergie, on le fait avec grand plaisir. Ouais. Donc si vous cherchez du service, on est très bien reçu. Je tiens à te remercier, c'est vrai. On est à Paris, près de la place de l'Opéra, et je trouve que c'est extrêmement important d'avoir une bonne qualité de service, d'écoute et d'être conseillé. Donc il y a un seul interlocuteur en fait par client chez toi? Alors chez nous, il y a ce qu'on appelle un chargé de clientèle, donc qui est le point d'entrée unique du client. Et après, il y a, on va dire, un des métiers qu'on a en tant que courtier, c'est le chargé de clientèle qui va gérer la compréhension de besoin, qui va faire le placement. Et après, il y a derrière l'exécution de la promesse client. Donc en général, ça peut être malheureusement le sinistre, mais qui est là où on révèle en fait la qualité du contrat et de l'intermédiaire, et là où il y a des gens qui sont là pour gérer les sinistres et accompagner le client. J'ai une dernière question. Quand il y a un sinistre, ton client, il va être en contact avec l'assureur ou avec toi? Avec nous. C'est toi qui gères tout le suivi. Ça, c'est Exactement. important. Nous, on est vraiment là pour faire le lien entre le client et l'assureur. Et là où c'est intéressant, c'est que typiquement, tu évoquais les banques tout à l'heure. Alors, j'ai été par le passé assuré auprès des banques, assurance habitation, notamment quand on fait un crédit. En général, les banques, elles nous habillent sur l'ensemble des sujets. Elles aiment bien. Ouais. Elles aiment bien. Il y a cette notion, je ne sais pas si toi tu l'as déjà vécu, de service client où je tombe sur une plateforme où à chaque fois je dois expliquer mon dossier. Alors que quand on a un courtier, et je pense que tu le sais en tant qu'entrepreneur, c'est important d'avoir des bons conseils et d'être bien accompagné. C'est vraiment quelqu'un qui connaît parfaitement ton dossier. Et le jour où tu l'appelles, tu poses le dossier sur le bureau et le courtier revient avec solution A, solution B, solution C. Et on est vraiment là pour rendre l'assurance simple en fait, pour que l'assurance soit plus une contrainte pour nos clients. Est-ce que c'est beaucoup plus cher que de passer par un autre biais, tu vois, par sa banque ou par un assureur en direct, le fait d'avoir ton service? Bon, a priori, il y aura, ça va franchement dépendre parce que le marché il peut être assez hétérogène en fonction des produits. Des fois, on peut avoir des différences de prix qui sont explicables ou non. La seule chose qu'on peut dire, c'est que le fait est que passer par un courtier, évidemment, nous on se rémunère en tant qu'intermédiaire, il faut bien qu'on vive, donc on peut avoir cette logique de se dire ok, il va acheter de l'assurance à tel prix, il va venir mettre ses fils par-dessus. Oui, maintenant peut-être aussi qu'on achète mieux parce qu'on parle mieux aux assureurs, peut-être qu'on s'est mieux conseillé sur les garanties et in fine, même si j'ai un sinistre tous les 10 ans mais qu'il est bien géré, j'aurais fait entre guillemets des économies dans le long terme et je pense que, moi j'ai toujours eu
C'est ma grand-mère qui me disait ça, elle a 85 ans, elle était entrepreneur aussi. Elle était entrepreneur, mais elle est toujours là. Et qui m'a toujours dit, il faut savoir faire, se concentrer sur ce qu'on sait faire. Et le reste, il faut savoir déléguer et s'entourer des bonnes personnes. Et il y a un adage qui dit souvent que le prix s'oublie, mais la qualité reste. Voilà. Après, c'est le mien aussi d'ailleurs. Je te rejoins à 1000%. Et moi, je rajoute qu'un mauvais service et du temps perdu, ça coûte de l'argent en fait. Exactement. Et si vous regardez que le prix, vous voulez faire des économies partout, bah, vous aurez un service qui est mauvais. Vous allez galérer pour avoir les interlocuteurs au téléphone et ça va générer du stress et un défocus dans vos activités. Et du coup, ça coûte cher. Exactement. C'est vrai que de gagner du temps, surtout quand on est entrepreneur, mais pas que, bah, ça fait gagner de l'argent. Donc ça, c'est super. Bah, je suis vraiment content d'avoir pu échanger avec toi. Ça fait un moment qu'on est en contact. J'étais un peu par Monts et par Vaux et j'avais pas beaucoup de dispo. Je suis très très content et je voulais vraiment qu'on en parle à mon audience parce que c'est vrai que le sujet d'assurer une collection de montres, ou même une seule montre d'ailleurs, c'est un sujet qui n'a pas été évoqué avec moi, qui est très peu évoqué d'une manière générale sur Internet et qui est une vraie problématique. Et donc hyper content, je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est vraiment une vraie rencontre, c'est la première fois qu'on se rencontre. Et je voulais vraiment avoir cet échange, ce débat. Et volontairement, je n'ai pas trop préparé l'entretien pour avoir des questions comme si on prenait un café. C'est ça l'idée du podcast, c'est un peu dans l'état d'esprit de la personne qu'on a en commun et qui a la même vibe très spontanée. Je suis très content. Il y a quelque chose que tu veux rajouter ou pas? Écoute, pour te retrouver, comment te contacter, comment retrouver si les gens ont des questions? Les questions avec grand plaisir déjà. Les questions, je pourrais te donner mon contact, adresse mail. Je mettrai ton LinkedIn, sinon il y a LinkedIn le lien sur de lequel LinkedIn. on est assez réactif. Il y a le site internet, mais le plus simple c'est LinkedIn sur lequel on a échangé. Donc je suis assez réactif sur ce réseau-là. Donc très content Benjamin. Et voilà, réfléchissez à comment protéger votre patrimoine horloger, si je puis dire, puisque vous démarrez à un moment et vous développez en fonction de vos moyens votre patrimoine en termes de montres. Et il y a un moment, ça peut être intéressant de considérer à l'assurer, ne serait-ce que pour comprendre la valeur, comprendre les enjeux, la perte financière en cas de vol, de dégradation. Donc c'est vrai qu'au fur et à mesure de la vie, ça peut être intéressant. Et aussi, j'aime bien le côté, ça permet d'arbitrer, de se dire, telle montre, elle me coûte tant par an en assurance, donc je vais la porter, je vais en profiter, parce que je vois trop d'amis, trop de gens qui ont des superbes montres et ils ont tellement peur de les abîmer. On ne va même pas parler de vol, on va parler de les dégrader, qu'ils ne les portent pas. Et du coup, je les vois juste quand ils sont au resto, ils mettent un manteau et puis ils me la montrent pendant une fraction de seconde. Et le reste du temps, elle est au coffre et ils ont immobilisé plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc très très intéressant à considérer. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire, à poser des questions, on y répondra avec Benjamin. Merci pour votre fidélité, à très bientôt. Merci à toi et puis au plaisir, n'hésitez pas.